Dans une majestueuse demeure en pierre claire, nichée entre les collines parfumées de lavande du Luberon, vivait Pierre Dufort, un homme dont la fortune impressionnait, mais dont la discrétion forçait le respect. Âgé de 42 ans, il avait bâti son empire dans le domaine des technologies durables, avec une entreprise qui fournissait des solutions énergétiques innovantes à travers toute l'Europe. Malgré ses succès et les sollicitations constantes des médias, Pierre avait toujours veillé à préserver son intimité, loin des feux de la rampe. Très peu de gens connaissaient réellement sa vie privée. Il partageait son quotidien avec Camille Morel, une femme douce, élégante et attentive qu'il avait rencontrée 7 ans plus tôt lors d'un séminaire à Aix-en-Provence. Camille, qui travaillait alors dans le domaine de l'illustration jeunesse, avait tout de suite été séduite par l'humour calme et l'humilité de Pierre. Ensemble, ils avaient fondé une famille paisible, et 2 ans après leur rencontre, Camille donnait naissance à des jumeaux, Léo et Louis, 2 garçons au regard vif et à l'énergie débordante. Depuis, ils formaient ce que beaucoup considéraient comme une famille idéale. Ils vivaient dans un ancien château rénové, entouré de vignes, de pins parasols et de champs de cigales. Le domaine s'étendait sur plusieurs hectares, avec une piscine naturelle, une serre alimentée par l'énergie solaire et une bibliothèque gigantesque où Pierre aimait lire en silence pendant que les enfants jouaient. Camille, de son côté, s'occupait des jumeaux avec tendresse, tout en continuant à dessiner dans un petit atelier aménagé au dernier étage de la maison. Mais derrière cette image parfaite, une question persistait dans l'esprit de Pierre. Une inquiétude, silencieuse d'abord, mais de plus en plus présente. Depuis plusieurs mois, il observait Camille avec un regard neuf, cherchant à comprendre ce qui animait réellement son amour. Était-elle avec lui par affection sincère ou parce qu'il représentait une sécurité matérielle inébranlable? Était-ce l'homme ou le milliardaire qu'elle avait choisi? À mesure que ses pensées s'installaient, elle prenait une place de plus en plus grande dans son esprit, le rongeant comme un doute lancinant qu'il ne parvenait pas à éteindre. Il se rappelait les premiers temps quand il vivait dans un appartement modeste à Marseille, avant que son entreprise ne connaisse le succès fulgurant. Camille semblait alors légère, spontanée, amoureuse de chaque instant. Mais aujourd'hui, bien que toujours attentionnée, quelque chose avait changé. Elle était plus exigeante avec les enfants, plus soucieuse des apparences, et parlait souvent de ses amies parisiennes, de leurs voyages, de leurs bijoux. Pierre, lui, n'avait jamais été à l'aise avec le luxe tapageur, et chaque nouvelle dépense semblait mettre un peu plus de distance entre eux. Il tentait de se raisonner. Camille l'avait toujours soutenu, même dans les moments d'incertitude. Elle avait été présente à la mort de son père. Elle avait renoncé à plusieurs opportunités professionnelles pour élever leurs enfants. Et pourtant, le doute persistait. Peut-être était-ce lui le problème, trop méfiant, trop blessé par des expériences passées, ou peut-être y avait-il une vérité qu'il refusait de voir. Une nuit d'insomnie, alors que le vent soufflait doucement entre les volets de leur chambre, Pierre se leva sans bruit, enfila un pull, descendit au bureau et s'installa devant l'un de ses ordinateurs. Il fixa l'écran longtemps sans rien taper. Son esprit bouillonnait. Il se disait qu'il ne pouvait continuer à vivre avec cette incertitude. Il avait besoin de savoir. Il devait découvrir la vérité sur les intentions de Camille, non pas en posant des questions directes, mais en observant ses réactions face à une réalité radicalement différente. Il ne pouvait se contenter de suppositions. Il devait provoquer une situation où l'argent ne serait plus un facteur. Le plan commençait à prendre forme dans son esprit. Un scénario audacieux, risqué même, mais nécessaire. Une mise en scène parfaitement orchestrée pour révéler les sentiments véritables. Il savait que cela pouvait briser sa famille, ou la renforcer comme jamais. Mais il était prêt à prendre ce risque, pour ses fils, pour lui-même, pour la vérité. Le lendemain matin, Pierre Dufort se leva plus tôt que d'habitude. Dans le calme de sa cuisine encore plongée dans la pénombre, il prépare un café noir, le regard fixé sur les vignes qui s'étendent au loin. La lumière du jour n'a pas encore percé entièrement les collines, et le silence est seulement interrompu par les premiers chants des oiseaux. C'est dans ce calme matinal qu'il décide de mettre à exécution ce qu'il avait imaginé la veille. Il ne supporte plus cette incertitude qui le ronge. Il a besoin de preuves, non de suppositions. Il a besoin de voir comment Camille réagirait si tout ce confort disparaissait soudainement. Il ne s'agissait pas d'un simple caprice. Pierre n'était pas un homme de drame ni de théâtralité. Depuis sa jeunesse, il avait appris à calculer les risques,
à anticiper les conséquences. Mais cette fois, le terrain était tout autre. Il ne s'agissait ni de marchés financiers, ni d'algorithmes complexes. Il s'agissait de sentiments humains, d'intentions profondes, de loyautés invisibles. Et pour cela, il savait qu'il devait créer une situation où les masques tomberaient naturellement. Vers 8 heures du matin, après avoir embrassé ses fils encore endormis, il s'enferme dans son bureau et passe un appel à son avocat personnel, Maître Brémond. Cet homme discret, efficace et fidèle à Pierre depuis les débuts de sa carrière, l'écoute en silence pendant plusieurs minutes pendant que Pierre expose son idée sans détour. Il veut simuler une faillite. Officiellement, il aurait été victime d'une fraude massive liée à un investissement à l'étranger. Tous ses comptes seraient gelés. Les biens immobiliers seraient mis en vente, le personnel de maison libéré, et tout cela sans véritable perte. Uniquement une mise en scène, légalement encadrée, pour observer les réactions de son entourage. Maître Brémond, après un long silence, demande à Pierre s'il mesure bien les implications émotionnelles d'un tel projet. Pierre répond simplement qu'il préfère une douleur momentanée à une vie entière bâtie sur le doute. L'avocat accepte à contre-cœur de l'accompagner, à condition que tout soit documenté de manière sécurisée, afin que personne, y compris Camille, ne subisse de conséquences juridiques réelles. Dans les jours qui suivent, Pierre met discrètement tout en place. Il contacte également un vieil ami, Benoît Lemoine, un ancien associé de ses débuts, aujourd'hui retraité et installé à Lyon. Benoît accepte de jouer le rôle de l'intermédiaire dans cette histoire de fraude fictive. Il sera celui que Pierre accusera publiquement, dans un communiqué rédigé par les soins de Maître Brémond, de l'avoir trompé via des investissements frauduleux à l'étranger. L'affaire semblerait crédible. Benoît avait dirigé pendant des années un fonds d'investissement, ce qui rendait plausible son implication dans un montage financier complexe. Le plan était minutieux. Les médias recevraient une version modérée de la nouvelle. Une enquête serait en cours, les actifs de Pierre temporairement gelés. Mais en interne, tout le personnel serait informé de la mise en scène et invité à garder le silence absolu. Quant à Camille, elle ne recevrait aucune information supplémentaire, si ce n'est ce que Pierre accepterait de lui dire en personne. Après 2 semaines de préparation méticuleuse, le moment de vérité arrive. Un vendredi matin, alors que Camille dépose les enfants à l'école, Pierre déclenche la première phase. Les comptes bancaires principaux sont temporairement bloqués. Une simulation permise grâce à la collaboration de sa banque privée. Il appelle ensuite Camille pour lui demander de rentrer au plus vite. Lorsqu'elle arrive, il est assis dans le salon, le visage grave, entouré de papiers étalés sur la table basse. Il se lève, l'embrasse à peine et l'invite à s'asseoir. Camille s'exécute, les sourcils froncés. Elle comprend immédiatement que quelque chose d'inhabituel se passe. Pierre lui annonce, avec une voix maîtrisée mais empreinte de tension, qu'il a été victime d'un vaste complot financier. Il lui parle de Benoît, de la confiance trahie, des montants envolés. Il évoque l'enquête en cours, les avocats, les appels incessants. Puis il la regarde droit dans les yeux et déclare que leur fortune est perdue, du moins pour un temps indéterminé. Le château devra être vendu, le personnel libéré. Il ne pourra plus maintenir leur train de vie actuel. Camille reste silencieuse. Elle baisse les yeux, comme si elle cherchait à comprendre l'ampleur de ce qu'elle vient d'entendre. Elle pose quelques questions pratiques sans s'effondrer. Où iront-ils vivre? Qu'en est-il des comptes pour les enfants? Pierre répond avec calme. Un petit appartement les attend à Toulouse, loué à son nom il y a quelques jours. Il a pris soin de prévoir l'essentiel. Les garçons pourront changer d'école à la rentrée prochaine. Ils devront se contenter d'une vie simple, au moins pour quelques mois. Le soir même, Pierre et Camille annoncent aux jumeaux qu'ils vont quitter leur maison pour un endroit plus petit. Léo et Louis, encore trop jeunes pour comprendre les subtilités de la finance, réagissent avec une certaine confusion. Camille tente de garder un ton rassurant, leur parle d'une aventure, d'un changement de décor. Pierre, lui, observe chaque mot, chaque regard, chaque geste. Il n'est plus l'homme d'affaires sûr de lui. Il est un observateur de sa propre vie, disséquant chaque réaction. Les jours suivants sont consacrés à l'emballage. Camille paraît d'abord volontaire. Elle trie les affaires, parle de tourner la page. Mais Pierre sent une tension sourde sous sa surface calme. Elle ne pose pas de questions sur Benoît. Elle n'exprime ni colère, ni désespoir. Elle semble au contraire entrer dans une forme de résignation distante. Cette absence de réaction passionnée trouble Pierre davantage que s'il avait été confronté à une crise.
Est-ce du choc, de l'incompréhension ou un détachement profond? Quand il quitte finalement le château, un lundi en fin d'après-midi, Pierre ressent une étrange sensation d'irréalité. Il monte dans une voiture modeste, la sienne ayant été rendue dans le cadre de la faillite. Les jumeaux dorment à l'arrière, leur peluche serrée contre eux. Camille regarde par la fenêtre, silencieuse. Toulouse est à 3 heures de route, mais le trajet semble en durer 30. Ce soir-là, dans l'appartement sobre situé au 3e étage d'un immeuble moderne, il s'installe tant bien que mal. Camille inspecte les pièces, fait le tour sans commentaire. Les enfants s'endorment rapidement dans leur nouvelle chambre. Pierre reste dans le salon, seul, les pensées en désordre. Il a déclenché une avalanche, et désormais il devra en suivre chaque flocon jusqu'à la vérité. Le nouvel appartement était situé dans un quartier populaire de Toulouse, non loin de la gare Matabio. Modeste mais fonctionnel, il comptait 3 pièces principales. Un salon exigu, une cuisine étroite et 2 chambres. La décoration était sobre, presque impersonnelle, avec des murs blancs, des meubles standards et une lumière artificielle blafarde. Rien n'évoquait la chaleur ou le raffinement de leur ancienne demeure. Dès les premiers jours, l'atmosphère changea radicalement, comme si l'espace étriqué rétrécissait aussi les gestes, les paroles et les émotions. Camille tenta, du moins en apparence, de maintenir un semblant de normalité. Le premier matin, elle installa les affaires des garçons dans leur nouvelle chambre, pliant leurs vêtements dans une armoire branlante et disposant leurs jouets sur une étagère en plastique. Elle accrocha quelques dessins au mur pour faire illusion. Léo et Louis observaient tout cela avec une forme de curiosité confuse. Ils posaient peu de questions, mais semblaient apercevoir une tension nouvelle. Pierre, lui, s'efforçait de rester neutre, enregistrant dans le moindre détail les comportements de chacun. Il n'intervenait que lorsqu'il le fallait, préférant garder une distance intérieure pour ne pas influencer le cours des choses. Camille, au début, parlait de cette transition comme d'un passage obligé. Elle disait qu'il fallait être fort, qu'ils allaient s'en sortir, ensemble. Mais à mesure que les jours passaient, ces paroles se firent plus rares, plus mécaniques. L'appartement devint un huis clos oppressant. Les bruits de la rue, les voisins bruyants, les escaliers sans ascenseur, tout cela contrastait violemment avec leur ancienne vie. La promiscuité agissait comme un révélateur, et Pierre le sentait. Ce qui l'intéressait n'était pas seulement de voir si Camille l'aimerait sans fortune, mais de comprendre comment elle s'adapterait à la perte de tout ce qui lui avait semblé acquis. Dès la première semaine, les signes de fatigue émotionnelle apparurent chez Camille. Elle se levait plus tard, négligeait sa tenue, laissait traîner la vaisselle. Les repas devenaient de plus en plus simples, parfois même improvisés. Le rituel du soir avec les enfants se réduisait à des consignes rapides. Pierre prenait peu à peu le relais sans faire de remarques. Il emmenait les jumeaux au parc, leur lisait des histoires, cuisinait les soirs où Camille restait allongée sur le canapé. Mais ce rôle silencieux lui permettait de mieux observer. Il ne s'agissait plus d'un simple test. Il était désormais témoin d'une désagrégation lente, non pas seulement matérielle, mais psychologique. Un jeudi après-midi, alors qu'il rentrait des courses, il trouva Camille assise à la table de la cuisine, les yeux dans le vide, un café froid devant elle. Sans même tourner la tête, elle lui dit qu'elle avait envoyé son CV à plusieurs agences de graphisme, mais que la concurrence était rude. Elle ajouta presque en murmurant qu'elle n'avait pas l'habitude de repartir de zéro, qu'elle se sentait comme vidée. Pierre hocha simplement la tête, lui proposant de prendre les enfants pendant qu'elle se reposait. Il n'insista pas. Il savait que la patience était son seul atout dans cette mascarade. Au fil des jours, la solitude commença à s'installer. Les anciens amis de Camille ne donnaient plus signe de vie. Sans voiture, elle se déplaçait rarement. Et les réseaux sociaux, qu'elle consultait de temps à autre, ne faisaient qu'amplifier son malaise. Elle voyait les photos des autres. Dîners mondains, vacances à l'étranger, robes de créateurs. Et elle, enfermée dans 60 mètres carrés, à recycler les mêmes tenues et à remplir des formulaires administratifs. Elle ne s'en plaignait pas ouvertement, mais son regard trahissait une forme d'amertume grandissante. Pierre, de son côté, ressentait un mélange de culpabilité et de justification. Il ne prenait aucun plaisir à ce qu'il voyait, mais il s'accrochait à l'idée que toute vérité méritait d'être dévoilée, même au prix du malaise. Un samedi matin, Camille perdit patience pour la première fois. Les enfants avaient renversé du jus sur le tapis du salon et malgré leurs excuses, elle s'était emportée violemment, les envoyant dans leur chambre d'un ton sec. Pierre intervint, calmement,
et aida à nettoyer sans dire un mot. Camille s'excusa plus tard, mais sans conviction. Ce n'était pas l'incident en soi qui l'avait fait craquer, mais l'accumulation invisible de frustration. Elle n'était plus cette femme douce et pleine de ressources que Pierre avait connue, ou peut-être l'était-elle toujours, mais ensevelie sous une fatigue profonde que ni les mots ni les gestes n'arrivaient à apaiser. Le soir même, alors que les enfants dormaient, Pierre s'assit à côté d'elle sur le canapé. Il lui demanda si elle voulait parler. Camille répondit qu'elle n'en avait pas la force. Elle ajouta, presque en s'excusant, qu'elle se sentait inutile, qu'elle n'avait plus l'impression de compter. Pierre l'écouta sans la contredire, posant simplement une main sur son épaule. Il aurait pu lui rappeler qu'ils étaient ensemble, qu'elle n'avait pas à tout porter seule, mais il choisit de garder le silence. Son objectif n'était pas de la rassurer, mais de l'observer dans ses réactions les plus brutes. Pendant ce temps, Léo et Louis semblaient s'adapter avec une étonnante souplesse. Bien sûr, ils posèrent des questions. Pourquoi leur chambre était plus petite? Pourquoi la dame qui faisait à manger n'était plus là? Pourquoi ils ne voyaient plus le grand jardin? Mais leur préoccupation restait celle d'enfants de 6 ans. Leur curiosité était sincère, mais leur amour pour leurs parents intact. Ils réclamaient toujours les câlins du soir, les histoires racontées à voix basse, les petits déjeuners en famille. Pierre voyait dans leurs yeux une forme de résilience qui le bouleversait plus que tout le reste. Le contraste entre les enfants et leur mère devenait chaque jour plus évident. Camille, bien qu'affectueuse avec eux, semblait absente, préoccupée, souvent dans un autre monde. Pierre se demanda s'il n'était pas en train de provoquer une fracture irréversible. Et pourtant il continua. Il devait aller jusqu'au bout. Ce n'était plus seulement un test d'amour, mais un miroir qu'il plaçait devant une relation qu'il n'avait peut-être jamais vraiment comprise. L'appartement, désormais, était devenu le théâtre d'une transformation silencieuse. Chaque geste, chaque parole, chaque soupir révélait quelque chose. Et dans cette nouvelle réalité dépouillée de tout artifice, Pierre sentait que la vérité, quelle qu'elle soit, approchait lentement, mais sûrement. Le matin s'annonçait gris et humide. Une pluie fine balayait les fenêtres de l'appartement toulousain, effaçant peu à peu les traces de la nuit. Camille était debout depuis l'aube, mais pas pour préparer le petit déjeuner, ni pour s'occuper des enfants. Elle restait plantée devant la fenêtre du salon, les bras croisés, le regard perdu dans les gouttelettes qui glissaient lentement sur le verre. Pierre, quant à lui, préparait calmement du café, observant sa silhouette de dos silencieux. Le silence, justement, était devenu leur nouveau langage. Un silence épais, chargé, plus lourd que n'importe quelle dispute. Depuis leur arrivée dans ce nouveau décor sans faste, Camille s'était métamorphosée à vue d'œil. Les gestes qui autrefois trahissaient une tendresse instinctive envers les enfants étaient devenus mécaniques. Les attentions envers Pierre s'étaient raréfiées. Ce n'était pas de l'indifférence pure, mais quelque chose de plus sournois, une distance croissante, justifiée en apparence par la fatigue ou le stress, mais que Pierre percevait pour ce qu'elle était réellement. Un détachement progressif, l'effondrement discret de ce qu'elle avait autrefois affirmé comme étant leur équilibre. Le quotidien, désormais rythmé par des tâches simples mais implacables, mettait en lumière chaque faille. Camille se plaignait de devoir descendre les poubelles, de devoir faire la lessive à la main quand la machine tombait en panne, de devoir cuisiner sans l'aide d'une gouvernante. Elle se disait dépassée, épuisée, et ne se privait plus de le faire remarquer. À plusieurs reprises, elle lança à Pierre des remarques voilées, presque blessantes, sur sa naïveté à avoir fait confiance à ses partenaires. Lorsqu'il lui proposait de l'accompagner faire les courses ou de préparer les repas ensemble, elle répondait souvent par un soupir agacé ou un refus poli, sans même lever les yeux de son téléphone. Pierre, malgré l'amertume qui montait, s'efforçait de rester calme. Il ne montrait ni frustration ni colère, il prenait note. Il regardait Camille non plus comme un compagnon de vie, mais comme un personnage qui dévoilait peu à peu son véritable visage sous la pression de l'adversité. Il se demandait si cet éloignement venait d'un profond désenchantement, ou si elle avait toujours eu cette part d'exigence refoulée, anesthésiée jusque-là par l'aisance matérielle. Les enfants, eux, tentèrent de composer avec la nouvelle réalité. Ils ressentaient la tension sans en saisir toutes les nuances. Louis, le plus expressif des deux, posait souvent des questions directes. « Pourquoi maman est fâchée ?» ou « Tu crois qu'on va retourner dans la grande maison ?» Pierre lui répondait avec tendresse, toujours avec des mots simples, évitant soigneusement de mentir mais sans révéler l'ampleur du stratagème.
Léo, plus réservé, préférait observer en silence. Il notait tout, comme son père, et gardait ses pensées pour lui. Un après-midi, alors que Camille s'apprêtait à emmener les enfants au square, elle explosa pour une raison banale. Elle ne retrouvait pas ses lunettes de soleil. Ce détail insignifiant devint soudain une étincelle. Elle se mit à accuser Pierre de ne rien ranger, de ne jamais l'aider, de la laisser tout faire seule. Les jumeaux, figés dans l'entrée avec leur manteau, assistèrent à la scène les yeux écarquillés. Pierre, une fois de plus, ne répondit rien. Il ramassa calmement les lunettes tombées derrière un coussin et les lui tendit sans un mot. Camille les prit, visiblement embarrassée, et sortit en claquant la porte. Ce jour-là, Pierre sentit quelque chose se fissurer définitivement. Ce n'était plus seulement de l'impatience ou du désarroi, c'était un ressentiment profond qui commençait à poindre chez Camille. Il en venait à se demander si elle le tenait pour responsable de tout. Il savait pourtant que, selon sa version officielle, il était la victime d'une trahison financière, pas l'auteur d'une faute morale. Mais pour Camille, cette chute semblait représenter un échec total, personnel, presque une humiliation. Elle n'exprimait pas de compassion, ni même de solidarité. Juste du désarroi transformé en reproche. Les soirées devenaient des rituels de silence. Les repas se prenaient souvent devant la télévision sans conversation. Camille mangeait rapidement puis s'enfermait dans la chambre sous prétexte de répondre à des mails ou de prendre du temps pour elle. Pierre restait avec les enfants, jouait avec eux, les mettait au lit. Il observait leur capacité à s'accrocher à une forme de stabilité, à recréer du bonheur dans les petites choses malgré l'ambiance. Leur insouciance devenait sa seule lumière dans ce labyrinthe de doutes. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Pierre descendit discrètement dans la rue pour prendre l'air. Il marcha longtemps dans le quartier, sous les lampadaires jaunes, les mains dans les poches. Il pensait à ce qu'il voyait jour après jour, à ce que cela disait de Camille, mais aussi de lui-même. Avait-il idéalisé leur relation? Était-il coupable d'avoir voulu la tester ainsi? Était-il possible de reconstruire quelque chose après avoir semé autant de méfiance, même à son insu? Toutes ces questions le hantaient, sans réponse claire. Mais une certitude grandissait. Camille n'acceptait pas le changement, pas la perte de statut, pas cette existence sans artifice. Et plus grave encore, elle ne cherchait même pas à s'y adapter. Il rentra vers 2 heures du matin. L'appartement était plongé dans le noir. Il s'assit sur le canapé sans allumer la lumière, écoutant la respiration calme de ses enfants à travers la cloison. Dans cette obscurité, il comprit que le plus difficile ne serait peut-être pas de découvrir ce que Camille ressentait vraiment. Le plus difficile serait d'accepter cette vérité, quelle qu'elle soit, sans chercher à la maquiller, sans espérer qu'elle change. Le masque était tombé, et ce qu'il voyait en dessous ne ressemblait pas à l'amour qu'il avait cru recevoir. Une journée de plus s'égrenait dans la routine morne du petit appartement de Toulouse. Camille avait quitté l'appartement de bonne heure, prétextant un entretien dans une agence de publicité. Pierre, qui avait appris à ne plus questionner ses absences, s'était occupé des enfants toute la matinée. Il les avait accompagnés à l'école, puis était resté seul assis à la table de la cuisine, à faire mine de consulter des documents, alors qu'il relisait intérieurement les signaux que les dernières semaines lui avaient renvoyés. Les changements d'humeur de Camille, ses absences de plus en plus fréquentes, ses silences prolongés, ses réactions froides, tout formait un puzzle qu'il ne savait pas encore nommer, mais qui devenait impossible à ignorer. Vers 15 heures, il partit chercher Léo et Louis. Les 2 garçons sortirent en courant du portail de l'école, leur sac sur le dos, visiblement contents de retrouver leur père. Pierre les écouta raconter leur journée, comment ils avaient joué au ballon pendant la récréation, comment Louis s'était fait gronder pour avoir bavardé pendant la dictée. Ces moments d'innocence étaient devenus sa bouée, son seul point d'ancrage émotionnel dans ce scénario qu'il avait lui-même mis en place. Mais ce jour-là, quelque chose allait faire basculer le silence dans une autre direction. Alors qu'il rentrait à pied, Léo demanda s'il pouvait passer par la boulangerie pour acheter des chouquettes. Pierre accepta, espérant prolonger cet instant simple avec ses enfants. Tandis qu'il faisait à la queue à la caisse, son téléphone vibra. Un message de Maître Brémond, lui signalant que l'adresse IP de l'ordinateur de Camille avait été utilisée pour se connecter à une plateforme de discussion privée. Ce détail n'aurait rien eu d'alarmant si Pierre n'avait pas mis en place un système de surveillance temporaire pour suivre légalement les flux suspects liés à son réseau personnel. L'avocat précisait que l'adresse en question était reliée à un compte sécurisé.
utilisé autrefois pour des échanges professionnels, mais qui venait d'être réactivé. En sortant de la boulangerie, Pierre restait silencieux, les pensées en ébullition. Ce n'était pas seulement l'usage d'un ancien canal crypté qui l'inquiétait, mais la fréquence et la régularité des connexions. Quelque chose se tramait, quelque chose que Camille ne voulait manifestement pas qu'il découvre. Il décida de ne rien dire, de ne pas provoquer de confrontation. Il préférait observer, attendre le moment opportun. Le lendemain, il proposa à Camille d'aller chercher seule les enfants à l'école. Elle accepta sans discuter, se contentant de hocher la tête, tout en rangeant distraitement un carnet dans son sac. Pierre s'étonna du manque d'intérêt qu'elle semblait porter à ce qui concernait les garçons. Autrefois, elle ne manquait jamais un rendez-vous scolaire. Désormais, elle laissait passer ces moments sans y prêter attention, comme si une autre préoccupation plus pressante l'absorbait entièrement. En arrivant à l'école ce jour-là, Pierre s'installa un peu à l'avance sur un banc en face du portail. Il sortit son téléphone, mais ses pensées étaient ailleurs. Les enfants tardant à sortir, il en profita pour se dégourdir les jambes autour du bâtiment. À l'arrière, dans une petite ruelle où les enseignants se garaient, il reconnut soudain la voix de Camille. Elle parlait au téléphone, le ton pressé, agacé, presque nerveux. Elle ne l'avait pas vu. Il se figea. « Non, je ne peux pas encore lui dire, je te l'ai déjà expliqué. Il croit que je tiens le coup, mais je n'en peux plus. Je me sens enfermé. On ne vit plus, Adrien. C'est une mascarade. Il faut qu'on pense à une issue, une vraie. » Le nom, Adrien, heurta Pierre comme un choc sourd. Ce prénom n'était pas inconnu. Adrien Girard, un ancien camarade de la faculté d'arts appliqués de Camille. Un nom qui était revenu à l'occasion de conversations banales dans les premières années de leur relation. Un homme qu'elle disait avoir perdu de vue, avec qui elle avait collaboré sur quelques projets mais rien de plus. À l'époque, Pierre n'y avait vu qu'un souvenir professionnel, sans importance. À présent, la résonance était tout autre. Il recula discrètement, s'éloignant avant que Camille ne le remarque. Les enfants sortirent peu après, courant vers lui avec leur entrain habituel. Pierre fit de son mieux pour ne rien laisser transparaître, mais sa mâchoire restait crispée, son esprit tendu. Il comprenait enfin que son test prenait une tournure bien plus risquée qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était plus seulement une question de loyauté face à la pauvreté simulée. Il y avait désormais un élément tiers, extérieur à leur cellule familiale, qui compliquait tout. Adrien n'était pas seulement une oreille attentive ou un confident. Il était une échappatoire. Et peut-être, pensait Pierre, l'alternative que Camille envisageait si leur situation provisoire venait à s'éterniser. Le soir venu, Pierre ne dit rien. Il observa. Camille parlait peu, semblait absorbée par son téléphone, qu'elle consultait en cachette dans la salle de bain, dans la chambre, pendant que les enfants dormaient. Elle devenait insaisissable. À table, elle répondait par monosyllabes. À peine les enfants couchés, elle s'enfermait dans la chambre, soi-disant pour lire ou écrire des candidatures. Pierre resta dans le salon, assis dans le noir, comme la veille, mais cette fois le cœur plus lourd. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait aller plus loin, vérifier ses soupçons, mettre des faits sur des impressions. Il allait devoir chercher la vérité non plus à travers les mots, mais dans les silences, les absences, les traces numériques. Sans lui dire un mot, il décida, dès le lendemain, de faire appel à un enquêteur privé, quelqu'un de discret, de méticuleux, qui pourrait suivre les faits et gestes de Camille sans éveiller ses soupçons. Il savait que c'était une ligne rouge à franchir. Mais à ce stade, il ne s'agissait plus d'un simple doute. Il sentait que quelque chose de grave se préparait, ou peut-être était déjà en cours. Et il ne pouvait plus se contenter de regarder tomber les masques. Il lui fallait, désormais, lever tous les voiles. Les jours suivants furent marqués par une tension silencieuse, presque étouffante. Pierre, désormais convaincu que Camille lui cachait quelque chose de bien plus grave qu'un simple mal-être lié à leur changement de condition, se lança dans la mise en œuvre discrète de son nouveau plan. Il avait besoin de preuves. Il ne pouvait plus se contenter de soupçons ou d'extraits de conversations interceptés par hasard. Il fallait qu'il sache exactement jusqu'où Camille était allée. S'agissait-il de simples messages, de confidences dans un moment de faiblesse, ou d'un vrai retour d'une liaison ancienne, peut-être jamais tout à fait rompue? Sans en parler à son avocat, il contacta un détective privé, recommandé par un ancien collaborateur. L'homme, Claude Meurice,
avait la réputation d'être méthodique, discret et surtout extrêmement efficace. Lors de leur première rencontre, dans un café près de la place Wilson, Pierre fut direct. Il expliqua la situation sans détour, sans émotion inutile. Claude écouta attentivement, posant quelques questions techniques, puis accepta la mission sans commentaire moral. Il comprenait que l'enjeu n'était pas simplement une affaire de jalousie ou de curiosité, c'était une histoire de vérité. Et cette vérité, Pierre était prêt à tout pour l'obtenir. Claude se mit au travail dès le lendemain. Il suivit Camille lors de ses déplacements, analysa ses trajets, ses arrêts, ses appels. En quelques jours seulement, les premières informations confirmèrent ce que Pierre redoutait. Camille se rendait régulièrement dans un quartier résidentiel à l'est de la ville, dans une rue calme bordée d'immeubles modernes. L'adresse appartenait à Adrien Girard, le fameux ancien camarade d'université, aujourd'hui graphiste indépendant. Claude obtint rapidement des photos, des enregistrements de surveillance. Il n'y avait plus de doute. Camille entrait seule dans l'immeuble et n'en ressortait qu'après plusieurs heures, parfois en fin de matinée, parfois en fin de journée, toujours en prenant soin de regarder autour d'elle avant d'entrer, comme si elle cherchait à éviter d'être vue. Pierre reçut les premières images une semaine après le début de la filature. Il était seul, encore une fois, dans ce salon exigu, les enfants endormis à quelques mètres. Lorsqu'il ouvrit les fichiers, son cœur se serra. Là devant lui, la femme avec qui il partageait sa vie depuis 7 ans pénétrait dans un lieu privé avec un autre homme. Les photos n'étaient pas explicites, rien de compromettant dans les gestes eux-mêmes. Mais c'était suffisant. Suffisant pour comprendre que quelque chose se jouait loin de son regard, dans un espace auquel il n'avait plus accès. Une confiance qu'on violait, une intimité partagée ailleurs. Il continua de lire le rapport en silence. Camille avait été vue en train de déjeuner avec Adrien dans un petit restaurant à l'abri des regards. Le ton de leurs échanges, d'après les observations, était détendu, parfois complice. À plusieurs reprises, ils riaient ensemble. Lorsqu'ils sortaient, leurs épaules se frôlaient, leurs pas étaient coordonnés, comme s'ils rejouaient une scène oubliée depuis longtemps. Pierre sentit monter en lui une colère froide, mais aussi une forme de résignation. Il n'y avait pas eu de confrontation encore. Pas d'éclat de voix. Juste cette distance lente, cette trahison douce, presque polie, que Camille semblait glisser dans leur vie commune comme on glisse un poison lent dans un verre d'eau. Mais ce qui troubla Pierre davantage encore, ce furent les extraits de messages interceptés. Claude avait réussi à récupérer certains échanges grâce à un accès indirect à une sauvegarde dans le cloud, lié à un ancien compte commun que Camille n'avait jamais désactivé. Les messages entre elle et Adrien n'étaient là pas nombreux mais chargés. Il y était question de fatigue, de rêves brisés, de souvenirs d'une époque plus légère. Camille écrivait qu'elle se sentait emprisonnée dans une vie qui ne lui ressemblait plus, qu'elle avait besoin de respirer. Adrien répondait avec des mots pleins d'ambiguïté, ni encourageants, ni distants. Il semblait offrir une épaule, mais pas seulement. Il parlait de chemins alternatifs, de temps volé au quotidien, de possibilités futures. Ces formules étaient pires que des aveux. Elles n'étaient pas claires, mais suffisantes pour comprendre que Camille cherchait autre chose. Et que ce quelque chose, elle ne le cherchait pas avec Pierre. Ce fut à ce moment précis que Pierre comprit l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Son test, au départ conçu pour sonder l'amour de Camille dans l'adversité, avait ouvert la voie à des vérités plus amères. Non seulement Camille ne semblait plus prête à l'accompagner dans une vie sans luxe, mais elle explorait déjà la perspective d'une vie sans lui. Et le plus douloureux était peut-être qu'elle ne le faisait pas dans la colère ou la vengeance, mais dans une forme de lassitude calme, comme si elle acceptait que ce qu'ils avaient construit ensemble touchait naturellement à sa fin. Les jours suivants furent vécus par Pierre dans un état de détachement presque clinique. Il continuait à jouer son rôle de père, à répondre aux questions des enfants, à maintenir l'illusion d'un quotidien fonctionnel. Mais intérieurement, il était ailleurs. Chaque regard qu'il posait sur Camille était désormais chargé de suspicion. Chaque silence pesait davantage. Il observait, notait, classait. Ce n'était plus un simple test. C'était une enquête froide, minutieuse, dont il avait lui-même décidé les règles. Et pourtant, à chaque nouvelle révélation, il sentait un pan de lui-même se fissurer un peu plus. Camille, de son côté, semblait de plus en plus distante. Elle rentrait tard, parlait peu, s'absentait de plus en plus souvent sous prétexte de rendez-vous professionnels.
elle ne touchait presque plus Pierre, même involontairement. Leur chambre était devenue un espace neutre, partagé par deux étrangers qui feignaient de dormir ensemble. Il n'y avait pas eu de dispute, pas de rupture formelle, mais quelque chose était déjà mort, silencieusement. Pierre le sentait, et cela le glaçait plus que s'il avait été confronté à une infidélité brutale. Il savait qu'il allait devoir faire un choix. Continuer à jouer la comédie ou confronter Camille et affronter enfin ce qu'il avait déclenché. Mais avant cela, il voulait encore comprendre jusqu'où Camille était prête à aller. Et surtout, si ses fils, eux, restaient encore à l'abri de ce poison silencieux qui infectait leur foyer. Car au-delà de sa douleur personnelle, ce qui hantait Pierre désormais, c'était l'impact que cette trahison aurait sur Léo et Louis. Il ne voulait pas qu'ils grandissent dans une maison construite sur le mensonge, même si ce mensonge venait de lui. Le ciel était bas, lourd, et une fine bruine tombait sur Toulouse en ce matin de février. Dans l'appartement exigu, la routine se déroulait sans éclat. Les mêmes gestes, les mêmes horaires, les mêmes silences. Camille préparait un café sans conviction, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Pierre s'occupait des enfants, aidant Louis à nouer ses lacets tandis que Léo cherchait son cahier de devoirs. Rien ne semblait vraiment étrange en surface, mais pour deux garçons aussi sensibles que Léo et Louis, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer que quelque chose avait changé. Depuis leur arrivée dans cet appartement, les jumeaux avaient montré une capacité remarquable à s'adapter. Ils posaient peu de questions sur leur ancienne maison, ne réclamaient pas les jeux ou le grand jardin, et acceptaient avec une étonnante maturité les nouvelles règles imposées par leur environnement réduit. Mais au fil des semaines, ils avaient commencé à percevoir que le changement ne concernait pas seulement le lieu où ils vivaient, ni les affaires qu'ils n'avaient plus. Il s'agissait surtout des adultes autour d'eux, les regards évités, les réponses brèves, les sourires absents. Camille n'était plus tout à fait la même maman, et Pierre n'était plus exactement le même papa. Léo, plus attentif que son frère, avait remarqué que Camille passait beaucoup de temps au téléphone, souvent dans la salle de bain ou en parlant à voix basse dans la cuisine lorsque Pierre était sorti. Il avait aussi remarqué que son père, d'ordinaire si posé, avait l'air inquiet, plus tendu, comme s'il attendait quelque chose. Louis, de son côté, ressentait tout cela sans pouvoir l'expliquer. Il faisait souvent des cauchemars, pleurait parfois sans raison apparente et demandait plus fréquemment des câlins à l'un comme à l'autre. Les enfants, dans leur intuition naturelle, savaient que quelque chose clochait, même si personne ne leur disait rien. Un après-midi, alors qu'ils jouaient au sol avec leur petite voiture dans le salon, Louis s'arrêta soudain, fixa son frère et lui demanda d'un ton sérieux « Tu trouves pas que maman est plus triste ?» Léo le regarda un moment, posa la voiture qu'il tenait et répondit simplement « Elle parle plus comme avant. Et papa aussi. » Louis hocha la tête. Il ne savait pas comment mettre de mots sur son malaise, mais il était soulagé que son frère pense la même chose. Ils restèrent un moment en silence, puis reprirent leur jeu. Ce fut la première fois qu'ils abordèrent ensemble ce qu'ils ressentaient, et ce ne serait pas la dernière. Quelques jours plus tard, alors qu'ils rentrèrent de l'école avec Camille, Léo entendit sa mère parler au téléphone, pendant qu'elle croyait que les garçons dormaient sur la banquette arrière. Il ne comprit pas tout, mais il retint les mots « Adrien, je ne peux plus continuer comme ça. Je dois trouver une sortie. » Ces phrases s'imprimèrent dans sa mémoire avec une précision douloureuse. Il n'avait jamais entendu ce prénom à la maison. Et il savait que ce n'était pas un collègue de travail, ni un ami de la famille. Le soir même, après que Camille eut quitté l'appartement en prétextant un rendez-vous professionnel, Léo alla trouver son père dans la cuisine. Il n'était pas certain de ce qu'il devait dire, ni comment le dire, mais il sentait que garder le silence était devenu impossible. Pierre, surpris de le voir éveillé si tard, l'invita à s'asseoir. Léo, les mains jointes, prit une grande inspiration et dans un souffle timide, il demanda « Papa, c'est qui Adrien ?» Pierre, figé, sentit une décharge traverser tout son corps. Il regarda son fils, essayant de cacher sa stupeur, et répondit calmement « Où as-tu entendu ce nom, mon grand ?» Léo baissa les yeux, mal à l'aise. « Dans la voiture. Maman parlait au téléphone. Elle croyait qu'on dormait avec Louis. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça. Elle a dit qu'elle devait trouver une sortie. Et elle a dit le nom Adrien. » Pierre posa une main sur l'épaule de son fils, le remercia doucement et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Mais intérieurement, il sentit ses doutes se transformer en certitude. Le nom prononcé, les mots utilisés,
la présence de témoins innocents, tout pointait vers une vérité qu'il ne pouvait plus repousser. Le lendemain, Pierre trouva une lettre pliée sur son oreiller. Une écriture enfantine, un papier à carreaux arraché d'un cahier. Il reconnut immédiatement les lettres rondes de Louis. Il ouvrit doucement et lut. « Papa, je sais que tu es triste, et Léo aussi. Maman n'est plus comme avant. On veut que tu saches qu'on t'aime, même si on ne comprend pas tout. On est avec toi. On veut pas que tu sois tout seul. Louis et Léo aussi. » Il relut la lettre plusieurs fois, incapable de contenir l'émotion qui montait. Ce papier griffonné valait plus que toutes les enquêtes, plus que toutes les preuves. Il confirmait que, malgré l'obscurité qui s'était installée dans leur foyer, quelque chose de lumineux subsistait encore. L'amour inconditionnel de ses fils. Cette lettre ne lui apportait pas seulement du réconfort, elle lui donnait aussi la force de continuer. Le jour suivant, Pierre annonça à Camille qu'il garderait les enfants seuls le week-end, en prétextant vouloir leur accorder plus de temps de qualité pendant ses démarches juridiques. Camille accepta avec une facilité déconcertante, presque soulagée. Elle prépara un sac et sortit sans autre forme de politesse. Pierre ne dit rien. Il la regarda s'éloigner par la fenêtre, puis retourna vers Léo et Louis, installés sur le tapis du salon. Il savait désormais qu'il n'était pas seul. Ses fils comprenaient plus qu'ils ne l'auraient imaginé. Ils n'avaient pas besoin d'explications précises, ni de détails sur ce qui se tramait entre les adultes. Ils avaient senti l'essentiel, que leur famille était en danger. Et dans leur innocence, ils avaient choisi de rester fidèles, de lui offrir leur confiance et leur soutien. Cette fidélité silencieuse, Pierre ne l'oublierait jamais. Il se promit alors une chose, quelles que soient les vérités qu'il découvrirait encore, quelles que soient les décisions qu'il devrait prendre, il protégerait Léo et Louis de toute la laideur de cette histoire. Ils ne seraient pas les victimes des choix des adultes. Ils ne porteraient pas les ruines d'une trahison qu'ils n'avaient pas causée. Parce que malgré tout, malgré la chute, malgré les mensonges, une vérité restait intacte et indiscutable. Ses enfants l'aimaient, et lui, il les aimerait toujours plus que tout. Le dimanche s'annonçait calme. Le ciel, sans nuages, offrait une clarté inhabituelle pour la saison. Pierre avait passé toute la matinée avec les jumeaux, dans un parc non loin de l'appartement. Ils avaient joué au ballon, partagé un goûter simple et ri, comme si l'ombre qui pesait sur la famille n'existait pas. C'était l'un de ces rares moments où la douleur s'efface devant la présence des enfants, où leur énergie parvient à repousser temporairement les angoisses des adultes. Mais même dans ces instants de répit, Pierre sentait que quelque chose en lui approchait d'un point de non-retour. Il ne pouvait plus prolonger cette mascarade indéfiniment. L'heure de la confrontation avait sonné. Camille rentra en fin d'après-midi, les traits tirés, visiblement fatigués. Elle salua les enfants, échangea avec eux quelques banalités, puis s'enferma dans la salle de bain sous prétexte d'une migraine. Pierre prépara le dîner en silence, puis mit les enfants au lit. Il s'attarda avec eux plus longtemps que d'habitude, leur lisant une histoire entière et veillant à ce qu'ils s'endorment paisiblement. Ce n'est qu'une fois la porte de leur chambre refermée qu'il décida d'affronter Camille. Elle était assise sur le canapé, un plaid sur les genoux, la télévision allumée mais sans le son. Pierre s'assit en face d'elle, la regarda un long moment, puis parla d'un ton calme mais ferme. « Il faut qu'on parle. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa, les yeux cernés, puis baissa le regard. Elle savait que ce moment viendrait. Peut-être même l'avait-elle secrètement espéré. Elle hocha la tête, posa la télécommande sur la table et attendit. « Je sais que tu vois Adrien, dit Pierre. Je sais que tu lui parles, que tu le rejoins. Et je sais que tu ne me dis pas tout. » Camille pâlit. Elle inspira profondément, comme si elle cherchait à retenir quelque chose qui menaçait de déborder. Elle ne nia pas. Elle ne joua pas la surprise. Elle se contenta de murmurer « Ce n'est pas ce que tu crois. » Pierre ne répondit pas. Il voulait entendre. Il voulait tout, sans coupure, sans mensonge, sans justification creuse. « Je n'ai pas recommencé une histoire avec lui, dit-elle lentement. Je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui m'a recontacté après qu'il a appris ce qui vous était arrivé. Au début, c'était juste des messages, de la compassion, une présence. Et puis, j'ai commencé à lui répondre un peu trop souvent. Il me posait des questions que tu ne posais plus. Il m'écoutait sans juger. Il me parlait de choses d'avant, de choses que j'avais oubliées. Je ne suis pas allé chez lui pour le tromper. J'avais juste besoin de sortir d'ici, de respirer. » Pierre, les bras croisés, restait immobile.
Il écoutait chaque mot avec attention, cherchant à capter les nuances, à percevoir la part de vérité au milieu du désordre. « Tu ne m'as jamais demandé comment je me sentais vraiment depuis qu'on a tout perdu, » continua Camille. « Tu t'es enfermé dans ton rôle de père parfait, dans ce silence qui ne dit rien, mais qui juge tout. J'ai eu peur, Pierre. Peur de ne pas y arriver, peur de devenir invisible, peur que tu ne me vois plus. Et peut-être que j'ai cherché ailleurs ce que je n'arrivais plus à trouver ici. » Elle s'arrêta, visiblement au bord des larmes. Mais elle ne pleura pas. Elle restait droite, digne, comme si elle voulait affronter ce moment avec toute la force qui lui restait. Pierre soupira. « Et tu penses que c'était la solution? Tu penses que c'était juste de nous mentir? Aux enfants? À moi? » « Je ne t'ai pas menti sur ce que je ressens pour toi, » répondit-elle immédiatement. « J'ai toujours de l'affection pour toi, mais je ne suis plus sûre de ce que cet amour est devenu, et je ne peux pas faire semblant. Je suis restée parce que je pensais qu'on allait s'en sortir ensemble, mais tu ne m'as rien montré, tu ne m'as rien confié. Je me suis sentie seule, et Adrien a été là, pas pour me séduire, pas pour me voler, juste là. » Pierre ferma les yeux un instant. Il sentait que tout ce qu'il redoutait était en train de se confirmer, mais d'une façon plus humaine, plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Camille n'était pas une femme infidèle dans le sens caricatural du terme. Elle était une femme perdue, déboussolée par un bouleversement qu'elle n'avait pas choisi et à laquelle il avait peut-être lui-même coupé les repères. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que tout ce drame avait été provoqué par lui, qu'il n'y avait jamais eu de ruine financière, pas de trahison d'associés, pas de perte. Juste un test, un piège qu'il avait mis en place pour sonder son cœur. Et maintenant que l'aveu était là, il était incapable de ressentir la satisfaction qu'il avait cru possible. Ce qu'il ressentait, c'était de la douleur. Parce qu'en provoquant cette situation, il avait mis en péril tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Camille, remarquant son silence prolongé, releva les yeux vers lui. « Tu ne dis rien, tu me juges ?» Pierre secoua la tête. « Non, je réfléchis. Je me demande si ce que je suis en train d'entendre est le reflet d'un échec partagé ou uniquement le résultat de mes propres choix. Je ne t'ai pas tendu la main, je t'ai observé, scruté, au lieu de t'accompagner. Peut-être que j'attendais que tu tombes, au lieu de t'aider à rester debout. » Elle le regarda, déstabilisée. « Pourquoi tu dis ça maintenant ?» Pierre hésita. Il était tenté de tout lui avouer, de lui dire que rien n'avait été réel, que l'effondrement de leur vie de luxe n'était qu'une mise en scène. Mais il se retint. Ce n'était pas le bon moment. Il lui fallait d'abord entendre ce qu'elle avait au fond du cœur, sans le filtre de la vérité qu'il détenait seul. « Parce que ce soir, je t'ai enfin entendu, » répondit-il simplement. « Et ce que j'entends, c'est que tu ne m'as jamais quitté complètement. Mais tu étais en train de le faire doucement, et je ne veux pas qu'on continue à s'effriter sans se parler. » Camille acquiesça. Elle n'avait plus la force de jouer la comédie. Elle voulait juste que quelqu'un lui tende la main. Pas pour être sauvée, mais pour ne pas sombrer seule. Ils restèrent ainsi face à face dans un silence qui n'était plus une fuite, mais une respiration partagée. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas une rupture non plus. C'était un moment suspendu, où deux êtres fatigués acceptaient enfin de déposer les armes. La semaine qui suivit la confrontation fut marquée par une étrange accalmie. Camille et Pierre ne se disputaient pas, ne s'ignoraient pas non plus, mais vivaient dans une sorte de trêve émotionnelle. Chacun semblait avoir compris que l'autre n'avait plus la force des jeux d'apparence. Les jumeaux, eux, remarquèrent que leurs parents passaient davantage de temps ensemble dans la cuisine, parlaient à voix basse, parfois tard dans la soirée. Même si la tension ne s'était pas dissipée, elle avait changé de nature. Ce n'était plus une guerre silencieuse, mais une coexistence prudente, comme si tous deux craignaient de briser un équilibre précaire par des mots trop durs ou des vérités trop abruptes. Pierre, de son côté, ne pouvait s'empêcher de repasser les mots de Camille en boucle. Ce qu'elle avait dit, ce qu'elle n'avait pas dit, l'absence de colère dans ses propos, l'absence aussi de passion. Il ressentait un vide nouveau, né non pas de la trahison, mais du fait que tout semblait avoir glissé entre leurs mains lentement, sans qu'aucun d'eux ne se soit battu pour retenir ce qui disparaissait. Cette forme de résignation lucide lui pesait bien plus qu'une scène de rupture. Pourtant, une part de lui refusait de croire que tout s'était effondré simplement à cause de l'argent. Il avait besoin d'aller au fond des choses. Il fallait comprendre Camille au-delà de ses réactions présentes. Il décida donc de retourner dans les zones d'ombre de son passé, espérant y trouver des indices.
Il ne cherchait pas à l'accuser ni à justifier ses choix, mais à comprendre le terreau d'où naissaient ses peurs, ses silences, ses fuites. Il se lança alors dans une enquête discrète sur le parcours de Camille avant leur rencontre. Il commença par recontacter une connaissance commune, Claire, une ancienne amie de Camille de l'époque universitaire qu'il avait croisée 1 ou 2 fois lors de dîners. Elle vivait toujours à Marseille, là où Camille avait étudié. Pierre l'appela sous un faux prétexte, puis lui demanda franchement si elle accepterait de lui parler de cette période. Claire, surprise, hésita d'abord, puis finit par accepter, à condition que la conversation reste confidentielle. Ils se rencontrèrent dans un café discret, loin de Toulouse. Claire fut directe. « Camille, dit-elle, n'avait jamais eu une vie facile. Elle venait d'un milieu modeste, avait été élevée par une mère célibataire qui enchaînait les emplois précaires. Très jeune, elle avait pris conscience de la fragilité économique de leur foyer. Les dettes, les avis d'expulsion, les hivers sans chauffage. Ce n'étaient pas des histoires exagérées, c'était la réalité quotidienne. Et dans ce contexte, Camille s'était construite une idée très forte, presque viscérale, de ce que signifiait la sécurité. Pas seulement matérielle, mais symbolique. Un toit, une stabilité, un avenir prévisible. Elle n'avait jamais rêvé de luxe, mais elle avait toujours redouté la pauvreté, comme on redoute une vieille ennemie qu'on n'ose pas nommer. Claire raconta aussi qu'à cette époque, Camille s'était rapprochée d'Adrien, un étudiant brillant, charismatique, qui lui avait offert une bulle d'oxygène. Leur relation n'avait pas duré longtemps, mais il avait su lui offrir une écoute et un soutien qu'elle n'avait jamais connu. Ce n'était pas une grande passion romantique, mais une complicité intense, née d'une période de vulnérabilité. Quand leurs chemins s'étaient séparés, Camille avait tourné la page. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Mais aux yeux de Claire, ce lien n'avait jamais été complètement rompu. Adrien représentait quelque chose d'autre, un refuge mental, une version d'elle-même qu'elle idéalisait, un rappel d'une époque où tout semblait encore possible. En sortant de cette conversation, Pierre se sentit à la fois apaisé et troublé. Il comprenait mieux maintenant d'où venaient les réactions de Camille. Elle n'était pas guidée uniquement par l'opportunisme ou la peur de perdre ses privilèges. Elle portait en elle une mémoire profonde de la précarité, une angoisse ancrée dans l'enfance, une blessure que ni les années ni l'amour ne semblaient avoir apaisée. En simulant une ruine soudaine, Pierre n'avait pas seulement mis à l'épreuve ses sentiments, il avait réveillé ses pires terreurs. Il repensa à toutes les fois où elle avait sursauté en recevant une facture, à sa façon de vérifier compulsivement les comptes en fin de mois, même lorsqu'il vivait dans l'abondance. Il se rappela les mots qu'elle lui avait dits, bien avant la crise, à propos de construire quelque chose qui tienne. À l'époque, il avait interprété cela comme une ambition. Aujourd'hui, il comprenait qu'il s'agissait d'un besoin vital de ne jamais revivre ce qu'elle avait connu. De retour à Toulouse, il passa la soirée avec les enfants. Camille était sortie, cette fois pour réfléchir, selon ses mots. Pierre ne l'interrogea pas. Il commençait à accepter que pour l'instant, chacun d'eux avait besoin d'espace. Il lut une histoire aux jumeaux, les borda avec tendresse, puis resta un moment seul dans le salon, plongé dans la pénombre. Il revoyait le visage de Camille lorsqu'elle parlait d'Adrien, non pas avec désir, mais avec une sorte de soulagement douloureux. Elle n'était pas en train de fuir Pierre, pensait-il, mais de fuir ce que la vie lui avait rappelé trop brutalement. Il se demanda alors si lui-même avait jamais compris ce que cela signifiait pour elle de tout perdre. Pour lui, tout cela n'avait été qu'un jeu, un test cruel, mais contrôlé. Pour elle, c'était une régression, un effondrement total. Il avait pensé pouvoir observer sa réaction comme on observe une expérience. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que Camille n'était pas un objet d'étude. Elle était une femme avec une histoire, des blessures, des peurs enracinées. Cette nuit-là, Pierre décida qu'il ne pouvait pas continuer sans vérité. Il ne pouvait plus porter seul le poids de la mise en scène. Il devait lui dire, pas pour se justifier, mais parce qu'elle avait droit à la vérité, autant que lui avait voulu la découvrir. Il savait que cette révélation allait peut-être tout détruire, mais il savait aussi que sans elle, il ne pourrait plus rien reconstruire. Le mensonge avait eu son temps. Il était maintenant l'heure d'ouvrir les yeux, tous les deux. Le lendemain, Pierre se réveilla avant l'aube, incapable de dormir davantage. Le silence de l'appartement était presque oppressant. La respiration régulière de ses fils, endormis dans la chambre voisine, lui rappelait ce qui importait le plus. Il se leva,
traversa la pièce principale, prépara un café qu'il ne but pas, puis s'assit dans l'obscurité, les mains jointes, le regard fixe. Il savait que la journée ne ressemblerait à aucune autre. Il avait pris sa décision. Le moment était venu de dire à Camille la vérité. Pas une partie, pas une version édulcorée. Toute la vérité dans ce qu'elle avait de plus brut, de plus difficile à entendre, de plus irréversible aussi. Lorsque Camille se réveilla, elle trouva Pierre déjà habillé, debout près de la fenêtre entr'ouverte. La lumière du matin soulignait les cernes sous ses yeux, la tension dans ses mâchoires. Elle comprit immédiatement que quelque chose allait se passer. Elle ne dit rien, mais s'assit sur le canapé attendant qu'il parle. Pierre resta quelques secondes silencieux, puis se tourna vers elle et déclara d'une voix calme, sans détour, « Camille, il faut que je te dise quelque chose, et tu n'es pas prête, mais je ne peux plus continuer sans que tu saches. » Elle le fixa, figée, les lèvres entr'ouvertes, l'expression hésitant entre peur et lassitude. La faillite, la trahison, l'argent perdu, tout ça, ce n'était pas vrai. C'était un mensonge, une mise en scène. J'ai tout inventé. Il y eut un silence si profond qu'on aurait pu entendre la chute d'une épingle. Camille ne bougea pas. Son regard resta fixe, figé, comme si les mots n'avaient pas encore atteint sa conscience. Pierre poursuivit, posément, presque froidement, comme s'il récitait un rapport clinique. « J'avais besoin de savoir si tu m'aimais pour ce que je suis ou pour ce que je possède. Je doutais. Tu semblais si différente depuis un moment. J'ai eu peur. Alors j'ai tout simulé. Avec mon avocat, avec un ami de confiance. J'ai fait bloquer mes comptes. J'ai mis en scène la faillite. J'ai voulu voir comment tu réagirais. » Camille ferma les yeux. Sa respiration se fit plus rapide. Puis elle les rouvrit, lentement, et dit d'une voix étranglée, « Tu as détruit notre vie pour tester mon amour. » Pierre baissa les yeux, honteux. Il ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'il ne pouvait pas justifier ce qu'il avait fait, même si, à ses yeux, cela avait eu un sens. Il avait joué avec leur quotidien, avec leurs émotions, avec leurs enfants. Il avait voulu la vérité, et maintenant qu'elle était là, nue, douloureuse, il devait en assumer chaque conséquence. « J'ai douté de toi, oui. J'ai eu peur que tu sois avec moi par confort, par habitude. Et je voulais savoir ce que tu ferais si tout s'effondrait, si tu resterais, si tu tiendrais. » Camille se leva brusquement. Elle recula, titubante, comme si elle venait de recevoir un coup. Son visage se déforma, mais aucune larme ne coula. « Tu m'as humilié, tu m'as piégé, comme si j'étais un objet d'étude, un cobaye. » Pierre voulut s'approcher, mais elle recula encore. « Tu m'as laissé croire que nous avions tout perdu. Tu m'as regardé m'effondrer, te méfier de moi, perdre pied. Tu as vu mes failles, mes peurs, et tu t'en es nourri. Tu voulais quoi exactement? Que je te supplie? Que je reste par orgueil? Que je parte pour confirmer tes doutes? » Elle se mit à marcher de long en large, les mains sur les tempes. « Je t'ai confié mes angoisses. Je t'ai parlé de mes souvenirs, de mes douleurs d'enfance. Je t'ai dit combien j'avais peur de retomber dans l'instabilité. Et toi, tu as pris ces blessures pour en faire un terrain d'expérimentation. » Pierre la laissa parler. Il ne tenta pas de se défendre. Il savait que tout ce qu'elle disait était vrai, que son silence, pour une fois, valait plus que 1000 excuses. « Et les enfants? Tu y as pensé? Tu t'es demandé ce que ça leur faisait de devoir quitter leur maison, de voir leurs parents s'éloigner? Tu leur as volé leur équilibre, Pierre. Et pourquoi? Pour une réponse que tu connaissais déjà. Tu savais que je n'étais pas parfaite. Tu savais que j'avais peur. Et pourtant, tu m'as laissé sombrer juste pour confirmer ce que ton orgueil voulait voir. » Elle s'arrêta devant lui, le regard dur, brûlant. « Je ne suis pas une sainte. J'ai fui. J'ai parlé à Adrien. Oui, j'ai cherché du réconfort ailleurs, parce que je n'en trouvais plus ici. Mais jamais je ne t'ai trahi. Pas vraiment. Pas comme toi tu m'as trahi. » Pierre sentit sa gorge se serrer. Il voulait parler, dire quelque chose, mais rien ne sortit. Il s'assit, vaincu. « Je t'ai blessé, murmura-t-il enfin. Je le sais. Je n'ai aucune excuse, seulement une vérité. Je ne savais plus où était ton amour. Et j'ai voulu le retrouver, mais je l'ai cherché de la pire façon. » Camille resta immobile. Elle sembla hésiter, puis déclara « Je ne peux pas te pardonner maintenant. Peut-être jamais. Mais je ne peux pas non plus faire semblant que rien ne s'est passé. On ne revient pas de ça, Pierre. Pas sans dégâts. » Il hocha la tête. Il n'y avait rien d'autre à dire. La vérité était là entre eux comme une ligne de fracture, incontournable.
Camille quitta l'appartement 1 heure plus tard. Elle prit un sac, quelques affaires, et partit sans dire quand elle reviendrait. Pierre resta seul avec les enfants, le cœur en miettes. Il savait que rien ne serait plus comme avant. La vérité avait un prix, et il venait de le payer. Ce qui restait, désormais, c'était l'attente. Non pas d'un pardon immédiat, mais d'une reconstruction possible, à partir des cendres de ce qu'ils avaient cru être solide. Les jours qui suivirent le départ de Camille furent marqués par une atmosphère étrange, faite de vide, de calme inhabituel et de silence prolongé. Pierre, désormais seul avec les jumeaux, mesurait chaque heure comme une épreuve intérieure. Il s'était attendu à une réaction violente, à une rupture brutale, à un éclat définitif. Mais le départ de Camille avait été silencieux, presque pudique. Pas de cris, pas de bagages lancés dans la précipitation, pas d'insultes. Juste cette porte qui s'était refermée doucement, laissant derrière elle un espace plus grand que l'absence elle-même. Dans les premiers jours, Pierre s'efforça de maintenir les routines des enfants. Il les levait, préparait leur petit déjeuner, les accompagnait à l'école. Il s'occupait des lessives, des devoirs, des repas du soir. Tout cela avec application, presque avec zèle, comme pour compenser l'échec qui pesait sur lui. Léo et Louis posaient peu de questions. Ils savaient que leur mère était partie réfléchir et que leur père faisait de son mieux pour leur offrir un semblant de stabilité. Pierre se montrait doux, patient, attentif, mais ses nuits étaient courtes, peuplées de pensées qui tournaient en boucle. Il se retrouvait souvent à fixer le plafond après avoir couché les enfants, rejouant mentalement chaque scène, chaque décision, chaque mot prononcé au cours des dernières semaines. Ce qu'il avait cru être un test avait engendré un bouleversement réel. Ce qui n'était qu'une mise en scène s'était transformé en perte concrète. Il avait voulu contrôler les émotions, manipuler les réactions, guider le scénario comme un marionnettiste. Mais les êtres humains ne sont pas des figurines dociles. Et l'amour, surtout l'amour vécu au quotidien, ne se mesure pas à l'aune des sacrifices fins, mais des regards silencieux, des gestes constants, des absences comblées par la tendresse. Pierre commença à écrire. Chaque soir, une fois les garçons endormis, il prenait un cahier et y couchait ce qu'il n'avait jamais eu le courage de dire à voix haute. Il y retraçait les débuts avec Camille, les années heureuses, les naissances des jumeaux, les projets abandonnés, les peurs non formulées. Il y écrivait aussi ses erreurs, ses doutes, ses colères rentrées. Cette obsession de vouloir maîtriser ce qui ne peut pas l'être. Le carnet devint peu à peu un miroir honnête. Il ne cherchait pas l'excuse, seulement la lucidité. Comprendre, enfin, qu'aimer ne suffit pas si l'on n'écoute pas, si l'on ne partage pas les failles, si l'on construit autour de soi des murs au lieu de ponts. Les garçons, sans qu'on leur demande, commencèrent eux aussi à manifester des changements. Léo devenait plus protecteur envers son frère, veillant à ce que Louis ne ressente pas trop l'absence de leur mère. Louis, quant à lui, dessinait davantage. Il représentait souvent leur ancien château, mais aussi le petit appartement, où il plaçait toujours les 3 membres restants de la famille dans une même pièce. Pas de cloison, pas de séparation. Pierre voyait dans ses dessins l'expression d'un besoin profond, que les choses soient simples, claires, unies. Un vendredi soir, alors qu'il terminait un dîner de nouilles et de légumes, Louis demanda soudain « Maman va revenir ?» Pierre posa sa fourchette, le regarda sans répondre tout de suite. Léo, lui, se figea. « Je ne sais pas encore, » dit Pierre. « Elle a besoin de temps. Mais elle vous aime, ça je peux te le promettre. » Louis sembla réfléchir, puis haussa les épaules, comme s'il acceptait cette réponse malgré son flou. Léo, plus lucide, demanda « Et toi, papa, tu vas faire quoi ?» Pierre soupira. Il regarda ses fils, leur visage sérieux, leur regard clair, et répondit « Je vais essayer de réparer ce que j'ai abîmé, même si ça prend du temps, même si je ne sais pas encore comment. » Ces mots, simples, sincères, furent pour lui une forme d'engagement. Il savait qu'il ne pourrait pas revenir en arrière, mais il pouvait construire autre chose. Non plus sur des apparences, ni sur le contrôle, mais sur l'humilité de reconnaître ses failles et le courage d'assumer ses décisions. Camille, de son côté, ne donnait pas de nouvelles. Elle avait envoyé un message le lendemain de son départ, indiquant qu'elle était chez une amie à Carcassonne, qu'elle allait bien, qu'elle avait besoin d'espace. Pierre n'avait pas insisté. Il respectait son silence. Il savait que tout geste pressé risquerait de tout faire éclater. Mais chaque jour, il guettait le moindre signe, un message, un appel, une lettre.
Il en profita aussi pour faire un tri dans ses affaires. Il rangea les documents liés à son entreprise, contacta discrètement son avocat pour rétablir ses accès bancaires, fit en sorte que tout redevienne opérationnel, sans que cela interfère avec sa vie familiale immédiate. Il avait compris que sa présence auprès de ses fils était plus urgente que n'importe quel dossier stratégique. Son entreprise pouvait attendre. Léo et Louis, eux, n'attendraient aussi pas leur enfance, et il ne voulait pas la leur voler davantage. Un matin, alors qu'il emmenait les enfants à l'école, il croisa un voisin dans l'escalier, un retraité qui lui lança avec un sourire complice « Vous avez l'air plus léger, monsieur Dufort. On dirait que ça commence à aller mieux. » Pierre répondit par un hochement de tête poli. Il ne se sentait pas mieux, pas encore, mais il se sentait plus vrai. Ce qu'il vivait n'était plus une représentation, mais une conséquence directe de ses actes. Et il s'y tenait avec rigueur. Le samedi suivant, il emmena les garçons à la bibliothèque municipale, puis au marché couvert, où ils goûtèrent des fromages, des fruits, des crêpes au sucre. Ces instants de simplicité, si éloignés de leur ancienne vie luxueuse, devenaient des moments précieux. Ils redécouvraient le bonheur dans la banalité, dans les questions des enfants, dans leur émerveillement devant un livre ou une odeur de pain chaud. Le soir, en rangeant les affaires du marché, il tomba sur une petite boîte en métal, autrefois utilisée par Camille pour y conserver des croquis. Il hésita, l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva des cartes postales, des bouts de tissu, des papiers découpés, des essais de motifs. Tout ce qui constituait son univers, ce qu'elle n'avait jamais vraiment cessé d'aimer, le dessin, la création. Il comprit que, dans tout ce chaos, Camille aussi avait perdu quelque chose d'essentiel. Pas seulement une maison ou un mode de vie, mais une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé revendiquer. Il reposa la boîte avec délicatesse, puis il retourna à son cahier et écrivit cette phrase. « Tu n'as pas trahi, tu t'es perdu, et moi, je t'ai poussé dans le brouillard. » Pierre n'attendait plus de miracle. Il attendait que les choix mûrissent, que les cœurs se calment. Il savait que ce qu'ils avaient connu ne reviendrait pas. Mais il croyait qu'un autre chemin, différent, peut-être plus fragile, pouvait encore se dessiner. Camille revint un jeudi après-midi, sans prévenir, sans bagage, simplement vêtue d'un manteau beige qu'elle portait souvent à l'époque, où tout semblait plus clair entre eux. Pierre, qui rangeait les dessins de Louis sur la table basse, resta immobile en la voyant franchir le seuil de l'appartement. Elle entra lentement, observa la pièce sans un mot, comme si elle cherchait à reconnaître un lieu devenu étranger. Ce n'était pas un retour théâtral. Il n'y avait ni effusion ni froideur, juste la présence d'une femme qui avait quitté pour respirer et qui, maintenant, revenait pour affronter. Elle s'assit sur le canapé, croisa les mains sur ses genoux et releva enfin les yeux vers Pierre. « Je ne suis pas venue pour reprendre là où on s'est arrêté », dit-elle simplement. Pierre hocha la tête, se tenant debout à quelques pas. « Je sais. » Un silence dense s'installa, mais il ne pesait pas autant que ceux qu'ils avaient traversés ces dernières semaines. Il semblait au contraire permettre à chaque mot futur d'avoir un poids juste, une place légitime. Camille prit une inspiration visiblement nerveuse, puis poursuivit « J'ai beaucoup pensé. À moi, aux enfants, à toi. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était effondré. Et surtout pourquoi. » Pierre l'écoutait, sans chercher à l'interrompre. Il n'attendait pas une réconciliation. Il attendait une parole vraie, même si elle devait être dure. J'ai compris que j'avais perdu plus qu'une stabilité financière. Ce n'était pas seulement l'argent, Pierre. C'était l'image de moi-même que j'avais construite avec toi. L'idée que je valais quelque chose parce que tu me regardais comme une femme solide, forte, digne. Quand tu m'as imposé ce mensonge, ce test, c'est comme si tu m'avais dit « Je ne te crois pas capable de m'aimer sans mes succès », et ça m'a détruite plus que tu ne l'imagines. Elle s'interrompit un instant, comme pour s'assurer qu'il suivait encore. Pierre s'approcha lentement et s'assit à une distance respectueuse sur le bord du fauteuil. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, mes absences, mes messages à Adrien, rien de tout cela ne m'excuse. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te remplacer. Ce que je cherchais, c'était de la respiration, de la place pour exister, sans ce regard qui m'évaluait en permanence. Pierre inspira à son tour. Il avait entendu, compris et reconnu la justesse de ses paroles. Mais il avait aussi quelque chose à dire, et cette fois, il devait le faire sans détour. Je t'ai regardé tomber, Camille. C'est vrai. Je t'ai observé lutter, souffrir, t'éloigner. Et je n'ai rien dit.
parce que je voulais voir jusqu'où tu tiendrais. Mais ce que j'ai ignoré, c'est que ce test n'était pas équitable. Toi, tu vivais cette chute comme une perte réelle. Moi, je savais qu'elle était fausse. J'avais le pouvoir de t'en sortir à tout moment, et je ne l'ai pas fait. » Camille ferma les yeux. Ce constat la heurtait, mais elle n'interrompit pas. Je pensais que ce que nous avions était solide. Je croyais que le dépouillement ferait ressortir ce qui comptait vraiment. Mais ce que j'ai appris, c'est que la peur, chez toi comme chez moi, peut prendre des formes qu'on ne maîtrise pas, et que le silence peut tuer plus sûrement que les cris. Elle ouvrit les yeux, le regard humide, mais déterminé. Je ne suis pas venu pour tout reprendre. Pas comme avant. Je ne veux plus vivre dans une maison où l'on joue des rôles, où l'on doute de tout, même de l'amour. Si je reviens, ce sera pour reconstruire quelque chose d'autre. Quelque chose où je ne serai pas une invitée dans ta réussite. Et toi, pas un spectateur de mes failles. Pierre sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas un retour triomphant. C'était une proposition honnête, lucide, d'une femme qui avait vu ses limites et décidé de ne pas les fuir. « Tu veux qu'on recommence sur de nouvelles bases ?» demanda-t-il enfin d'une voix posée. « Je veux qu'on construise sans illusion, pas pour sauver ce qui a été, mais pour inventer autre chose, en sachant ce que nous sommes capables de faire, de dire, et aussi de ne pas faire. » Pierre réfléchit longuement, puis répondit « Alors je veux en faire partie, pas pour me racheter, mais parce que j'ai encore envie d'être avec toi, si tu veux encore être avec moi. » Camille esquissa un sourire, le premier depuis longtemps, fragile mais vrai. « Il faudra du temps. »« On a le temps, » répondit-il. Le reste de la soirée se déroula sans drame. Ils préparèrent un dîner simple, en silence, chacun dans ses pensées. Les jumeaux, surpris de voir leur mère à table, ne posèrent pas de questions. Leur joie discrète était visible dans leurs gestes, leurs rires contenus, leurs regards appuyés sur leurs deux parents réunis. Ils comprenaient que quelque chose changeait, mais ne savaient pas encore dire quoi. Après avoir couché les enfants, Camille proposa de rester pour la nuit, pas dans leur ancienne chambre. Elle préféra s'installer sur le canapé, comme si elle voulait marquer qu'il ne s'agissait pas d'un retour automatique. Pierre respecta ce choix. Il lui apporta un oreiller, une couverture, puis resta un moment à la regarder s'installer. Elle ne parlait plus, mais son corps semblait moins tendu. Comme si le fait d'être revenu lui permettait enfin de relâcher une partie de la pression. Avant d'éteindre les lumières, elle lui dit, dans un souffle, « Merci de ne pas m'avoir demandé de revenir. Merci de m'avoir laissé le faire. » Pierre répondit sans voix par un regard. Il n'y avait rien à ajouter. Ils avaient dépassé le stade des promesses. Ce qui viendrait après dépendrait non plus de l'apparence, de l'image, mais d'un effort continu, quotidien, imparfait. Ils étaient deux adultes blessés, lucides, conscients que l'amour ne suffit pas toujours, mais qu'il peut renaître dans les ruines, à condition d'y poser des bases saines. Cette nuit-là, chacun dormit dans une pièce différente, mais pour la première fois depuis longtemps, ils dormirent sans rancune. Et dans le silence naissait peut-être lentement la possibilité d'un nouveau lien. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit silencieuse où Camille était revenue dans l'appartement de Toulouse. Ce qui avait suivi n'était pas un miracle, ni une transformation spectaculaire. Il n'y eut ni geste grandiloquent, ni résolution irréaliste. Ce fut une lente reconstruction faite de prudence, de distance respectueuse, de conversations tardives et de regards qui, petit à petit, se reconnectaient. Pierre et Camille avaient compris que pour espérer un avenir ensemble, il leur faudrait d'abord désapprendre certaines habitudes, certains réflexes de méfiance ou de contrôle qui avaient empoisonné leurs liens. Ils avaient fait un choix simple, mais exigeant, repartir de zéro. Et ce départ ne signifiait pas effacer le passé, mais au contraire, le reconnaître, l'intégrer, le comprendre sans l'ignorer. Ils ne vivraient plus dans l'illusion d'une vie parfaite. Ils ne chercheraient plus à préserver une image. Ils bâtiraient autre chose. Et cette fois, chacun aurait un espace pour exister sans se fondre dans l'autre, sans se surveiller. La première décision concrète vint de Pierre. Il vendit une partie de ses parts dans l'entreprise qu'il avait fondée. Non pas par vengeance contre ce monde professionnel qu'il avait englouti, mais parce qu'il avait compris qu'aucun succès n'avait de sens s'il se construisait au prix de l'absence. Il voulait être plus présent pour Léo et Louis, les voir grandir, les accompagner dans leurs années cruciales. Il acheta une maison modeste dans les environs de Toulouse, avec un jardin simple, des pièces lumineuses, rien d'ostentatoire. Pas de château, pas de domestique,
Juste un lieu où chacun pourrait respirer, grandir, rire, pleurer, vivre. Camille, de son côté, reprit un projet qu'elle avait mis de côté depuis des années. Ouvrir un petit atelier de couture et de création textile. Ce n'était pas un rêve de grandeur, mais une envie ancienne enfouie sous les couches de responsabilité, de compromis et d'angoisse. Elle trouva un local dans un quartier vivant, à l'abri des grandes enseignes, où elle commença à donner des cours, créer des pièces uniques, partager son savoir-faire avec d'autres femmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit utile à sa manière, fière de bâtir quelque chose qui lui ressemblait. Le couple n'avait pas défini de statut immédiat. Ils ne parlaient pas de se remettre ensemble dans les termes classiques. Ils s'étaient donné la liberté de redéfinir leur lien, de l'explorer avec une nouvelle honnêteté. Il y avait encore des tensions, des moments d'incertitude, des jours où les blessures se rappelaient à eux. Mais il y avait aussi des sourires complices, des gestes tendres, une confiance naissante. Ils partageaient les responsabilités parentales, se soutenaient dans leurs projets respectifs et prenaient le temps de s'écouter. Léo et Louis, qui venaient de fêter leur 7e anniversaire, s'épanouissaient dans ce nouvel environnement. Ils avaient chacun leur chambre, un coin pour dessiner, un petit jardin où planter des graines. Ils aimaient aider leur mère à choisir des tissus, accompagner leur père au marché, lire le soir assis entre eux. Ils ne posaient plus de questions sur « avant ». Ils vivaient maintenant avec une sagesse propre aux enfants qui ont traversé une tempête sans en comprendre toutes les causes, mais qui en ont ressenti toutes les secousses. Un samedi matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, Pierre observait Camille assise à la table du petit déjeuner, un carnet de croquis à la main. Léo et Louis faisaient une course de voiture sur le tapis. Rien de spectaculaire, rien d'exceptionnel. Et pourtant, Pierre sentit une paix nouvelle en lui. Il ne cherchait plus à tout contrôler. Il ne cherchait plus à éprouver les sentiments des autres à l'aune de ses insécurités. Il était là, pleinement, dans le réel. Et ce réel, imparfait, valait plus que tous les scénarios qu'il aurait pu imaginer. Un jour, alors qu'il rangeait de vieux cartons, Pierre tomba sur le dossier contenant les documents de la mise en scène de sa fausse ruine. Il resta un moment immobile, relisant les premières lignes de la simulation, les fausses notifications bancaires, les plans juridiques. Il hésita, puis, sans cérémonie, le glissa dans un sac et le jeta. Ce chapitre était terminé. Il n'y avait plus rien à en tirer. Il ne voulait pas l'oublier, mais il n'avait plus besoin de le relire. Camille le vit faire, mais ne dit rien. Elle le regarda simplement, puis retourna à sa machine à coudre, le fil vibrant sous ses doigts. Elle aussi tournait la page à sa façon. Le soir venu, ils s'assirent ensemble sur la terrasse, un thé à la main. Les enfants jouaient encore dehors, profitant des derniers rayons de soleil. Pierre brisa le silence. « Tu crois qu'on aurait pu éviter tout ça ?» Camille sourit doucement. « Non, on portait nos manques depuis trop longtemps. Un jour ou l'autre, tout aurait craqué. Tu regrettes ?» Elle réfléchit un moment avant de répondre. « Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le courage de te parler plus tôt. Et toi ? Je regrette d'avoir cru qu'un test me dirait ce que ton silence n'osait pas dire. » Ils restèrent là, côte à côte, sans se toucher, mais proches. L'amour n'était plus un refuge ni un devoir. C'était une décision renouvelée chaque jour, un effort partagé, une lucidité commune. Ce soir-là, Léo s'approcha et demanda « Est-ce que c'est ça, être une vraie famille ?» Camille et Pierre échangèrent un regard. Puis Pierre répondit « C'est peut-être ça, oui. Se dire la vérité, se blesser parfois, mais choisir de rester là, ensemble. » Les enfants acquiescèrent sans tout comprendre. Mais ce qu'ils ressentirent, eux, dans ce moment suspendu, ce fut une certitude douce, invisible. Quelque chose tenait debout, pas à cause de la richesse ni de la perfection, mais parce que chacun avait décidé d'être là, entier, vrai.